Bonjour, je m'appelle Sylvie et je viens de Belgique. Alors j'ai décidé de faire une vidéo parce que j'en ai ras-le-bol de tout ce qui se passe pour l'instant dans ma vie depuis 2 ans et demi. Et je pense qu'il y a des choses qui doivent se savoir. Donc premièrement, j'ai été arnaquée sur mon compteur électrique. En 2007, j'ai repris la gérance d'une petite supérette de village et 18 mois plus tard, le fournisseur d'énergie me réclamait environ 16 000 euros. Un dossier est constitué et malgré de nombreux témoignages et éléments de preuve, un travail d'investigation énorme, des contacts avec des employés du fournisseur d'énergie en question, de la société Orez responsable des relevés de compteurs, de photos démontrant un détournement d'énergie de la part du propriétaire du bâtiment où je louais ma surface commerciale. Aucune personne devant traiter mon dossier ne semble vraiment se pencher sur celui-ci. Aujourd'hui, après 9 ans de procédure, je suis en appel et je garde encore l'espoir qu'une personne extraordinairement humaine fera justice. Le deuxième point, c'est j'ai connu une grosse difficulté à radier mon ex-mari du domicile conjugal malgré une injonction du tribunal disant son interdiction d'approcher du domicile conjugal. Comment se fait-il qu'après plusieurs mois, on ne puisse faire radier une personne ne vivant plus au domicile qui était le sien avant, surtout dans le cas d'une décision judiciaire? La personne victime de surcroît ayant à faire face à la garde entière de ses enfants, à la perte du revenu du père, à l'obligation de payer seule les multiples charges et taxes relatives à la maison, ne peut prétendre à une majoration des allocations familiales ni à tout ce qu'elle devrait avoir comme étant chef de ménage, seule avec 4 enfants à charge, tant que le père n'est pas radié du domicile et donc de la composition de ménage. La police doit aller voir au nouveau domicile du père s'il y réside bien, mais encore faut-il savoir où se trouve ce nouveau domicile. Et quand on arrive à le savoir, faut-il qu'il y soit présent lors de la visite de la police. Pendant ce temps, il faut recontacter les 2 administrations plusieurs fois afin de les pousser à faire refaire des enquêtes. J'ai dû gérer tous les courriers de mon ex-mari, courrier général, documents administratifs, déclarations fiscales, factures de médecin, car il semblerait qu'il n'a fait aucun changement de domicile ni à la commune, ni à la poste, ni à son travail. La troisième difficulté que je connais, c'est la possibilité de récupérer les arriérés des pensions alimentaires ni de prétendre à une avance de celles-ci. On entend souvent que les contributions alimentaires sont obligatoires pour les enfants. On entend aussi qu'un service spécialisé peut aller rechercher les pensions alimentaires après 3 mois de retard. On dit aussi qu'on peut avoir une avance de 6 mois sur les prochaines contributions alimentaires à percevoir. Cependant, après 2 ans et demi d'attente et de démarche auprès d'un huissier, je n'ai toujours reçu aucun euro de contribution alimentaire pour mes 4 enfants. Il n'y a pas de garde alternée, les enfants n'ont jamais revu leur père car ce dernier n'a jamais répondu aux demandes du tribunal de la famille, ni répondu aux différents contacts des instances sociales depuis la décision du procureur du roi quant à son éloignement. D'abord, ayant ces indemnités de maladie au Luxembourg, la récupération des sommes dues est très difficile à percevoir dans un autre pays. Après avoir été expulsé du Luxembourg, le père ne s'est pas mis au chômage, ni au CPAS, et a encore moins repris le boulot afin qu'il reste insolvable, et pendant ce temps, il pouvait vivre de ses indemnités de maladie du Luxembourg. Et maintenant qu'il a un revenu, le chômage, le service qui pourrait m'avancer les contributions alimentaires me réclame mon avertissement extrait drôle de l'année dernière que je n'ai toujours pas reçu des ministères des Finances. Je me retrouve donc 2 ans et demi plus tard, sans aucune aide financière. Quant à l'huissier qui doit récupérer les arriérés des sommes dues par mon ex-mari, soit plus de 35 000 euros actuellement, malgré mes courriers et coups de téléphone, rien ne bouge. Pendant ce temps, on continue de survivre. Le 4e point, c'est l'impossibilité de me désolidariser du prêt hypothécaire. Nous avons un emprunt à la banque, un emprunt commun. Le tribunal a statué sur le fait que nous devions rembourser chacun la moitié du prêt jusqu'à ce que la liquidation matrimoniale permette un autre arrangement. Depuis 2 ans, j'assume toutes les charges au niveau du prêt, car mon souhait était de garder la maison. Malheureusement, la liquidation matrimoniale n'avance pas. Donc j'ai pris le prêt en charge malgré que le tribunal a décidé qu'on devait payer chacun la moitié parce que je sais que lui ne paierait rien. Après 2 ans, j'ai contacté la banque prêteuse afin de me désolidariser de mon ex-mari quant au prêt hypothécaire. Je ne voulais plus payer pour mon ex-mari. Les enfants et moi-même avions le droit de nous reconstruire. J'ai essuyé un refus de la part de la banque prétextant que je ne pouvais rembourser le prêt seul.
Je leur ai dit le faire depuis plus de 2 ans. En outre, racheter mon prêt au taux actuel et rallonger l'échéance me permettrait de gagner plusieurs centaines d'euros par mois, ce qui faciliterait mon remboursement. La gérante de l'organisme financier en question a envoyé plusieurs mails en expliquant la situation et la seule réponse que j'ai obtenue a été de me dire qu'il perdrait trop d'argent sur mon prêt en cas de rachat. On m'a aussi dit que si je voulais trouver une solution avec eux, il fallait que je traite avec le service médiation. Mais n'étant pas dans le rouge, je n'y avais pas accès. J'ai donc arrêté de payer mes mensualités, non sans leur envoyer un courrier expliquant le pourquoi de l'interruption de mes paiements. Depuis ce jour, croyant que le service médiation me contacterait pour trouver une solution, je n'ai reçu que rappel et courrier me disant que j'étais fichée à la Banque nationale et par conséquent qu'il me serait impossible de pouvoir pendant 10 ans recontracter un prêt hypothécaire ou autre. De surcroît, je ne peux vendre la maison car il me faut la signature de mon ex-mari qui est toujours aux abonnés absents et que le notaire ne convoque pas. Ainsi donc, malgré mon énorme désir de m'en sortir, je me retrouve dans les problèmes financiers. Étant menacée de saisie sur mon salaire, je me demande si je vais encore continuer à travailler alors qu'il y a peu, je travaillais plus de 10 heures par jour en cumulant 2 boulots. Le 5e point, c'est ma liquidation matrimoniale, comme je l'ai dit plus haut, qui n'avance pas, car mon ex-mari ne se présente pas chez le notaire chargé de notre liquidation. Il ne se présente pas aux convocations et il ne paye pas la provision qui a été demandée par le notaire chargé de cette liquidation. J'ai contacté le notaire par téléphone et lui ai adressé un courrier en lui rappelant l'urgence de la situation. Je ne pourrais pas continuer longtemps à payer les charges, donc je passe un temps dingue à essayer de faire bouger les choses jusqu'à m'entendre dire par le notaire que cela peut durer 20 ans, mais qu'il ne se tracasse pas, car comme il y a une maison en jeu, il sera payé. Notre situation se rapproche sûrement et dangereusement de la mort financière. Je constate à ce jour que malgré mon dernier courrier datant d'il y a 4 mois, appelant à l'aide et demandant d'urgence au notaire de refixer une réunion pour avancer dans notre liquidation matrimoniale, rien n'a été fait. J'apprends aujourd'hui que si je n'ai toujours pas reçu mon avertissement extrait drôle dont j'ai besoin pour pouvoir prétendre à une avance des contributions des contributions alimentaires pour mes enfants, c'est parce qu'il a été envoyé à l'adresse de mon ex-mari. Mon comptable avait logiquement rempli ma déclaration fiscale pour mes propres revenus puisque nous sommes séparés depuis plus de 2 ans et demi et divorcés depuis plus de 20 mois. On a donc rempli ensemble ma déclaration avec mon adresse et je devais être logiquement imposée seule. Seulement voilà, le ministère des Finances a cumulé les revenus nettement supérieurs aux miens de mon ex-mari puisqu'il bénéficiait des indemnités de maladie du Luxembourg avec mes faibles revenus. En cumulant nos 2 revenus, nous devons repayer une somme, moi aussi, alors que normalement je devais retoucher 2300 €. Mon ex-mari, en cumulant avec mes faibles revenus, a donc profité des 4 enfants à charge qu'il n'assume plus depuis 2 ans et demi et du paiement du prêt hypothécaire que moi j'assume seule aussi. Cette nouvelle que je viens de recevoir aujourd'hui a été la goutte qui a fait déborder le vase et je ne peux plus accepter toutes ces injustices. Pour résumer, je dirais qu'aujourd'hui, je suis seule, je ne peux racheter mon prêt hypothécaire alors que les taux sont bas, je ne peux vendre ma maison puisque je ne peux pas avoir sa signature, je ne bénéficie d'aucune avance des contributions alimentaires pour mes enfants et je ne récupère pas les arriérés de ce que j'ai dû avancer. Ma liquidation matrimoniale est toujours au point mort depuis 2 ans et demi. Et j'ai en plus les huissiers qui se présentent à la maison concernant une arnaque de détournement d'électricité, dossier qui n'a pas été, à mon avis, traité avec professionnalisme. De plus, je suis menacée de saisir sur mon salaire. Je n'ai plus de solution, j'ai tout essayé, contacté pas mal de personnes, et je ne peux me résoudre à me dire que tout est fini. J'ai des enfants qui comptent sur moi, ils n'ont plus de père ni de famille, on va peut-être bientôt nous saisir meubles, voitures et maisons, alors que nous n'avons rien fait que de suivre avec honnêteté les règles administratives et juridiques de l'État belge. Souvent, quand je cherche des réponses à mes différents problèmes, on me répond que je suis un cas à part, que mon profil est hors du commun. Mais je suis certaine que ce n'est pas vrai. Il doit y avoir des tas de victimes et autres qui croulent sous les difficultés de ce genre. Et je ne parle ici que des difficultés administratives et juridiques. Mais croyez-moi, il y a encore les soucis éducatifs, professionnels, économiques, médicaux, affectifs, et j'en passe.
Comment se fait-il que la justice, les différentes administrations se laissent elles aussi manipuler et que les vides juridiques soient toujours défavorables aux honnêtes gens? Comment fait-on pour se reconstruire ou continuer à croire en une vie meilleure alors que personne ne me soutient, moi et mes 4 enfants? Où se trouve le côté humain dans tout ça? Sommes-nous toujours réduits à être des numéros de dossier? On me dit depuis des années que j'ai des grosses ressources psychologiques, que je suis une battante et que je vais m'en sortir. Et pour la première fois de ma vie, je sors de l'ombre et je demande de l'aide pour moi et mes enfants, mais surtout pour tous ceux et celles qui n'ont pas mes ressources et qui doivent baisser les bras, car ils en ont marre de se cogner aux portes désespérément fermées. Nous avons besoin de vous. Montrez-nous que la solidarité existe encore, qu'il existe une solution positive à cet imbroglio juridico-financier et que nous pourrons repartir sereinement dans une nouvelle vie. Je suis certaine que parmi vous, il y aura des personnes qui pourront m'informer, m'aider et trouver des solutions à ces problèmes qui me paraissent aujourd'hui insolubles. À ce jour, je suis prête à changer d'horizon et à redémarrer dans la vie avec mes enfants, avec mes compétences et mon amour des autres. Je vous demande de laisser des commentaires, d'aimer ma page, de partager un max mon article, afin que ceux qui vivent le même genre de drame que moi sortent de l'ombre et reprennent courage, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Du fond du cœur, merci, merci, merci.